Voilà plus d'1 an que la famille, les amis, les voisins de Delphine Jubilard, les enquêteurs et les magistrats qui travaillent sur la disparition de la jeune femme se posent la même question. Que lui est-il arrivé ? La nuit du 15 au 16 décembre 2020, cette mère de famille de 33 ans disparaissait en pleine nuit de son domicile à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Son mari, Cédric Jubilard, est la dernière personne à l'avoir vue. Placé en détention provisoire depuis le 18 juin 2021 pour homicide sur conjoint, ce peintre plaquiste est le principal suspect dans l'affaire. Mais depuis sa cellule, il ne cesse de clamer son innocence. L'enquête est toujours en cours, les fouilles pour retrouver la dépouille de Delphine Jubilard également, et les moyens de la justice pour tenter de percer le mystère sont colossaux. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Chaque jour, la presse apporte quelques éléments et indices supplémentaires sur l'affaire Delphine Jubilard. Mais pour l'heure, il n'y a toujours pas d'aveu ni de corps. Pendant 4 épisodes, je vais revenir sur le déroulé de cette affaire et à l'aide de mes invités, des reporters qui suivent cette enquête depuis le début, nous allons essayer de percer les secrets de cette disparition dont tout le monde parle depuis plus d'1 an. Voici donc l'énigme Delphine Jubilard. L'hiver s'est installé à Cagnac-les-Mines, petite commune rurale de 2500 habitants près d'Albi dans le Tarn. À quelques jours des fêtes de Noël, ce mardi 15 décembre 2020, l'activité est plutôt calme à la gendarmerie. La deuxième vague de Covid-19 est en train de s'éloigner, le confinement a laissé place à un couvre-feu. Mais à 4h09 du matin, un appel vient fendre le calme qui règne dans les locaux de la brigade locale. À l'autre bout du fil, un certain Cédric Jubilard, 33 ans. Il est très inquiet. Réveillé par les pleurs de sa fille de 18 mois en pleine nuit, il a découvert que sa femme, Delphine, avait disparu. Il l'a appelée à plusieurs reprises sur son portable, en vain. Il pense qu'elle est partie balader les chiens, vêtue d'une simple doudoune blanche et avec son portable. Elle n'a pas pris son sac à main. Elle n'est pas rentrée, alors que ses 2 chiens sont sur la terrasse. À 4h50, 2 gendarmes débarquent dans la maison des Jubilard. Le logement se trouve à la sortie de la ville, dans un quartier résidentiel composé de maisons modernes. Celle du couple est encore en travaux. Les gendarmes découvrent un homme anxieux, stressé et apeuré, qui les reçoit en pyjama. A priori, après une rapide inspection des lieux, rien d'anormal, pas de scène de lutte, ni de traces de blessures sur Cédric. Mais une maison dont l'état de rangement laisse un peu à désirer. L'une des gendarmes relève qu'il a déposé du linge dans la machine à laver. Puis les 2 enquêteurs inspectent les environs. Aucune trace de Delphine Jubilard. Au petit matin, les copines de Delphine apprennent la disparition de leur amie en ouvrant leur téléphone portable. Dans un message groupé sur WhatsApp, envoyé à 4h du matin, juste avant d'avoir appelé la gendarmerie donc, Cédric leur écrit. Coucou, quelqu'un a vu Delph ? Je la cherche partout. Je veux juste savoir si tout va bien. Elle est chez toi ? Les copines de Delphine répondent que non, elles n'ont pas de nouvelles de la jeune femme. Mais elles sont inquiètes. Ce n'est pas dans les habitudes de Delphine de disparaître en pleine nuit. D'autant que ces derniers temps, tout allait bien. Delphine, infirmière de nuit dans une clinique d'Albi, était en congé. Elle avait déjà acheté les cadeaux de Noël pour ses 2 enfants, Louis, 6 ans, et la petite de 18 mois. Le jeudi, elle avait justement rendez-vous avec son groupe de copines pour un petit café entre filles, et elle s'en réjouissait. Les heures passent et Delphine ne réapparaît pas. Son téléphone borne sur l'antenne de la commune. Mais à 7h48 du matin, il s'éteint. Au cours de la nuit, son mari a tenté de la joindre 180 fois. Vers 8h du matin, ce 16 décembre, Cédric Jubilard se rend à la gendarmerie pour faire sa déclaration de disparition inquiétante. Il explique que la veille, il est rentré du travail vers 18h30. Il a préparé le dîner et mis la petite au lit.
Il est parti se coucher à 22h30 car il devait se lever tôt pour aller au travail le lendemain matin. Cédric travaille sur des chantiers. Delphine, elle, est restée devant la télé avec leur fils aîné. Ils ont regardé La France a un incroyable talent ensemble sur le canapé du salon. Cédric s'est réveillé un peu après 3h30 par les pleurs de sa petite fille qui avait perdu sa tétine. Delphine n'était pas dans son lit, ni dans le canapé où elle a l'habitude de dormir ces derniers temps. Il a fait le tour de la maison, il a constaté que les chiens étaient dehors alors qu'ils dorment habituellement dans le garage pendant l'hiver. Delphine serait-elle partie en pleine nuit promener ses chiens et aurait-elle fait une mauvaise rencontre ? C'est en tout cas l'hypothèse de son mari. Les gendarmes veulent en savoir plus sur les relations entre Delphine et Cédric. Et Cédric déclare aux enquêteurs. Delphine a demandé le divorce il y a 3 mois. La procédure est en cours. Nous avons chacun notre avocat. Savez-vous si Delphine entretenait une relation extra-conjugale ? Elle téléphonait en cachette. Elle a changé ses codes, donc on peut supposer qu'elle me cache des choses. Cédric et Delphine Jubilard sont donc en pleine séparation. Mais selon Cédric, la situation se passe bien. À 11h du matin, ce 16 décembre, des spécialistes de l'identification criminelle se rendent dans la maison des Jubilard pour une fouille un peu plus approfondie. Mais là encore, rien d'anormal n'est relevé. Si ce n'est cette couette, dans le tambour de la machine à laver tout juste propre, que les enquêteurs saisissent. Les chiens renifleurs perdent la trace de la jeune femme à 200 mètres de son domicile. Delphine aurait-elle été embarquée par un rôdeur ? Ou alors a-t-elle eu un accident ? À ce stade, aucune hypothèse n'est privilégiée. Le procureur d'Albi décide d'ouvrir une enquête pour disparition suspecte. 50 gendarmes sont mobilisés pour rechercher Delphine Jubilard dans les alentours. Des zones boisées escarpées sont inspectées, les plans d'eau sont sondés, un hélicoptère et un drone appuient les recherches. Tous les voisins du couple sont questionnés. Personne n'a croisé la jeune infirmière. Pour la famille et les amis de Delphine, quelque chose cloche. L'hypothèse avancée par Cédric d'une sortie en pleine nuit avec les chiens, ils ont du mal à y croire. Delphine a peur du noir. Elle ne serait jamais sortie seule. Quant à ses chiens, elle ne s'en occupe pas. En témoigne Michel, le voisin des Jubilard, entendu par les enquêteurs. Le retraité l'assure, il n'a jamais vu une seule fois Delphine promener ses chiens. C'est Cédric qui les gère. Noël approche et la jeune mère de famille reste introuvable. Désormais, sa disparition fait la une des journaux. Dans l'esprit de beaucoup, cette disparition fait tristement écho à celle d'Alexia Daval, cette joggeuse volatilisée en 2017 après être partie faire son sport. En réalité, elle a été tuée par son mari. Le procès de Jonathan Daval vient tout juste de s'achever. Je vous en avais parlé dans la saison 11 de Homicide. On va commencer à en faire des groupes de 15 par exemple, et après on va les étoffer. Peut-être qu'on en fera partir un petit peu avant, au fil du volume de personnes qui arrivera. Bonjour, tout seul 8 jours après la disparition de la jeune femme, le 23 décembre 2020, une grande battue citoyenne est organisée, orchestrée par les gendarmes. Vous allez partir dans les bois de Sainte-Martiane et le secteur du Barabia. Près de 1000 personnes, familles, amis, collègues et simples citoyens ont répondu à l'appel. C'était quelqu'un de soigné, de gentil, de calme. On ne lui connaissait pas beaucoup de défauts pour ce que j'en sais. J'ai aussi les enfants du même âge qu'elle. On a du temps à donner et dans ces moments-là, si on n'est pas solidaire, on ne le saura jamais. Donc voilà, c'est pas grand-chose, mais à nous tous, on peut essayer de trouver une solution. C'est une collègue de travail, j'ai pas mal travaillé avec elle, comme je suis aide-soignante, et que j'ai du mal à réaliser que ce soit elle qui soit partie volontairement comme ça. Ce n'est pas son genre, je la retrouve pas dans sa façon de faire, quoi. Cédric Jubilard, caché derrière une large capuche et un masque sur le visage, est également présent, mais il refuse d'accorder la moindre interview aux médias. Au lieu de se soutenir, la famille de Delphine et celle de Cédric ne s'adressent pas la parole. Chacun reste de son côté, comme si un froid s'était déjà installé.
Malgré l'importante mobilisation, la battue ne donne rien. La jeune infirmière reste introuvable. Noël est là. Et même si la disparition de Delphine hante les habitants de Cagnac, chacun s'accorde un moment en famille en espérant que la jeune femme soit retrouvée. Cédric, lui, passe les fêtes de fin d'année auprès des siens avec ses enfants et il ne semble pas plus affecté que cela par la disparition de son épouse. Côté enquête, c'est désormais la section de recherche de Toulouse qui se charge de l'affaire. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été ouverte. Ce sont donc de plus gros moyens qui sont affectés par la justice pour retrouver la jeune femme. Le 6 janvier 2021, les habitants de Cagnac-les-Mines, commune d'habitude si calme, assistent médusés au va-et-vient des enquêteurs dans la maison des Jubilards. Écoutez le reportage de 13h de France 2 le 6 janvier 2021. Les véhicules de gendarmerie se succèdent depuis ce matin devant le domicile du couple Jubilard. Pour la 3e fois, les enquêteurs concentrent leurs recherches sur cette maison placée sous scellé. Mais cette fois, des spécialistes de l'identification criminelle sont venus équipés de chiens et d'outils de haute technologie pour scanner les murs et les sols en profondeur. Delphine Jubilard est toujours introuvable, 3 semaines après sa disparition. En pleine nuit, cette jeune infirmière de 33 ans s'est volatilisée, laissant ses 2 enfants de 18 mois et 6 ans. Un départ inexplicable pour plusieurs de ses proches, représentés par leur avocat. Depuis le début, je pense que ce qui leur paraît invraisemblable, c'est le départ de cette jeune femme en pleine nuit, sans raison valable. Elle n'avait pas pour habitude de partir se promener la nuit avec ses chiens. Pour les gens que je représente, c'est du domaine de l'invraisemblable. Avec cette nouvelle perquisition, Cédric sent la pression monter autour de lui. Il sait qu'il est surveillé par les enquêteurs. Depuis le 16 décembre, un tracker a été placé sous son véhicule. Les gendarmes veulent connaître le moindre de ses déplacements. Son téléphone portable est sur écoute. Alors, Cédric Jubilard va de plus en plus se renfermer sur lui-même et se faire discret. Pour aller plus loin, je suis avec Nicolas de Labarère, journaliste à BFM TV. Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, vous avez réalisé le documentaire Jubilard pour le meilleur et pour le pire dans la case Ligne Rouge, diffusé en octobre dernier sur BFM. Nicolas, vous allez nous apporter votre éclairage pendant toute cette saison de homicide. Alors, vous êtes allé à plusieurs reprises à Cagnac-les-Mines. Quelle est l'ambiance dans ce village ? Est-ce que les habitants se côtoient, se parlent ? Quand on est arrivé, on est allé au milieu du village, à la sortie de l'école, où là, évidemment, on voit tous les habitants qui... C'est un village normal, quoi, rien de particulier. Et évidemment, quand on arrive en tant que journaliste, ils nous voient arriver de loin. Donc les gens ont tendance un petit peu à fuir les journalistes parce que depuis le début de l'affaire, à chaque rebondissement, ils voient revenir les équipes de télévision, de radio, de presse écrite. Et c'est vrai que c'est une pression qui est peut-être un petit peu lourde à porter pour eux au bout d'un moment. Après, quand on y reste un petit peu longtemps, on finit par arriver à établir un contact. Vous avez établi un contact privilégié avec les amis de Delphine Jubilard, notamment assez vite, qui ont témoigné dans votre reportage. Quel est le premier ressenti de ces jeunes femmes quand Delphine disparaît ? Au départ, ces jeunes femmes, je pense, n'ont pas vraiment d'avis particulier sur la culpabilité ou non de Cédric Jubilard, parce que ça fait longtemps qu'elles le fréquentent. Alors c'est vrai que Cédric Jubilard n'est pas apprécié par une partie des amis de Delphine. C'est pas vrai pour tout le monde, mais enfin, il a quand même une réputation qui fait que c'est quelqu'un de caractériel, de pas facile à vivre. Donc c'est vrai que les amis de Delphine Jubilard aiment bien, en tout cas pour celles auxquelles je pense, voir Delphine en dehors de Cédric, pas forcément en couple, mais juste après la disparition, c'est un couple du village. Personne ne va imaginer automatiquement, c'est peut-être lui qui l'a tué. Enfin, je pense que tout le monde est un peu dans l'expectative, dans l'attente. D'ailleurs, on le voit, Amy, qui est une des plus proches amies de Delphine,
On la voit à la battue citoyenne qui est organisée. Elle est avec Cédric Jubilard, elle le soutient. Elle se dit, il a besoin d'aide quand même. Sa femme a disparu. Elle n'est pas du tout dans cette méfiance au départ. C'est quand même, c'est quelqu'un qui fait partie de l'entourage. On suspecte pas quelqu'un avec qui on a passé des soirées, des journées, quelqu'un qui est en couple avec sa meilleure amie depuis des années. Bien sûr. Voilà. C'est pas flagrant dès le départ en tout cas. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Delabarrère. Je rappelle que vous êtes journaliste à BFM TV et que vous avez signé le film Jubilard pour le meilleur et pour le pire. On va vous retrouver dans le prochain épisode de cette affaire. Merci. Merci à vous. À présent, les enquêteurs vont se concentrer sur la personnalité de Cédric Jubilard et sur le couple qu'il formait avec Delphine. Qui est-il ? Quel est son parcours ? Aurait-il pu faire du mal à sa femme ? Les enquêteurs vont donc fouiller dans la vie du couple et faire d'importantes découvertes. La disparition de Delphine Jubilard ne semble pas affecter Cédric plus que ça. En tous les cas, c'est ce qu'il laisse savoir. Dès sa première déposition, le matin du 16 décembre, à la gendarmerie de Cagnac-les-Mines, le jeune homme de 33 ans a fait état des difficultés que son couple traversait. Il a précisé que Delphine avait demandé le divorce 3 mois plus tôt et que la procédure est en cours. La photo de famille qui circule dans la presse, où l'on voit Cédric et Delphine penchés tendrement sur leur petite fille qui vient de naître, avec leur fils aîné qui les entoure, n'a donc plus rien de réaliste. Pourtant, tout avait magnifiquement bien commencé entre Delphine et Cédric. Ils se rencontrent lors d'une soirée en 2006. Ils ont tout juste 18 ans. Delphine tombe immédiatement sous le charme de ce jeune homme brun aux yeux marrons, très à l'aise et facile d'accès. Il aime faire la fête, s'amuser. Il est un brin provocateur et Delphine est sensible à ce côté bad boy. Mais ce caractère bien trempé ne lui vaut pas que des amitiés. Cédric se brouille facilement avec les gens. Après un CAP dans le bâtiment, il devient ouvrier plaquiste et peintre en bâtiment. Il travaille en tant qu'intérimaire au gré des chantiers. Delphine, elle, a entamé des études d'infirmière. C'est une très jolie jeune femme, grande brune aux cheveux longs, pétillante, solaire et très sociable. On ne lui connaît pas d'inimitié. Ses copines louent ses qualités humaines et sa joie de vivre. Delphine et Cédric, c'est donc 2 caractères opposés, mais c'est une romance parfaite. En 2011, le couple s'installe dans un appartement à Albi, puis se marie en 2013. Cédric est fier d'épouser une femme comme Delphine. Peut-être une revanche sur son passé qui n'a pas toujours été simple. Lui qui a été placé en famille d'accueil une partie de son enfance pour pallier aux carences éducatives d'une mère qu'il a eue à l'adolescence. Delphine est devenue infirmière de nuit dans une clinique réputée d'Albi. Elle aime beaucoup son travail et s'entend à merveille avec ses collègues. Cédric est travailleur, il enchaîne les chantiers. Les 2 amoureux s'imaginent dans une belle villa entourée d'un beau jardin et d'une piscine où l'on pourrait entendre des rires d'enfants. À Cagnac-les-Mines, ils trouvent un terrain, dans leur budget, un peu à l'écart du centre. Delphine est en train de tutoyer son rêve. En 2013, peu avant la naissance de leur premier enfant, ils emménagent dans leur nouvelle maison construite par Cédric. Elle est encore en chantier. Mais avec ce pavillon, la certitude amoureuse va peu à peu vaciller. Car les travaux ne vont plus du tout avancer. La villa prend des allures de masure où les briques rouges extérieures ne seront jamais recouvertes du moindre crépi, où le jardin se transforme en décharge. Cédric y entrepose tout et n'importe quoi. Au milieu du lotissement neuf, la maison du couple fait tache. Delphine, enceinte de leur 2e enfant, n'arrive même plus à monter la pente boueuse qui mène à la porte d'entrée. Plusieurs fois, elle tombe. Une colère sourde à l'encontre de son mari gronde. Avec le Covid, la situation s'envenime encore un peu plus. Cédric fume des joints à longueur de journée et passe la moitié de son argent dans la drogue, jusqu'à piquer dans le livret A de ses enfants et les comptes de sa femme. Ses contrats se font rares, il est à sec. La famille vit désormais grâce au salaire d'infirmière de Delphine. Cédric devient irascible et selon les proches de sa femme, il la rabaisse, critiquant sa manière de gérer les enfants et la maison. La mère de famille est à bout, au point de s'imaginer une vie sans lui.
En témoignent les messages qu'elle envoie à son mari quelques mois avant sa disparition, retrouvés par les enquêteurs. C'est plus la vie que je veux. Maison bidochon, voiture bidochon. Je me démène, mais ok, tu verras, je ferai encore plus. Delphine est décidée. Elle va quitter Cédric. Sur un site internet de rencontres extra-conjugales, elle fait la connaissance d'un homme. Il habite à Montauban, il a un emploi stable, il est en couple avec un enfant. Contrairement à Cédric, cet homme la rassure. Les deux amants virtuels s'échangent beaucoup de SMS et s'appellent souvent. Une passion amoureuse qui les pousse rapidement à se voir 2 à 3 fois par semaine. Mais Cédric n'est pas dupe. Il a compris. Delphine est en train de lui échapper et ça le rend fou. Si Delphine s'en va, il risque de tout perdre. Sa vie de famille, sa maison, son train de vie. Alors il se met en tête de démasquer cet amant. Il cherche d'abord à géolocaliser son épouse alors qu'elle se trouve avec lui. Delphine s'en rend compte et elle ne cache pas sa colère. Voici ce qu'elle écrit par texto à Cédric. « Fous-moi la paix, demain j'appelle un avocat. C'est mort, plus de retour en arrière. » Et Cédric lui répond. Non, s'il te plaît, je t'aime. La procédure de divorce est lancée. Nous sommes 3 mois avant la disparition de Delphine. Cédric est rongé par la jalousie au point de proférer des menaces de mort à l'encontre de sa femme. 5 témoins rapportent des propos similaires. Un membre de la famille Jubilard témoigne sur la station France Bleu et raconte. Plusieurs fois, on a entendu dire, lui, à sa mère, « Elle veut me quitter, elle veut demander le divorce. Je vais la tuer, je vais l'enterrer. Personne ne va la retrouver. » Cédric continue d'épier sa femme. Début décembre 2020, il subtilise sa carte bleue et se rend à un distributeur automatique pour vérifier ses achats. Delphine s'est offert des nouveaux sous-vêtements. Elle a réservé une nuit d'hôtel et des nuits chez des particuliers. La jeune femme a tout prévu. Elle a l'intention de s'installer avec son amant et d'emmener ses 2 enfants avec elle à Montauban. Repartir à zéro, loin de Cédric. Une question de jours. Elle a clôturé le compte commun, contracté un crédit pour sa nouvelle installation et s'acheter une voiture neuve. Le 15 décembre 2020, quelques heures avant sa disparition, Delphine et son amant s'échangent quelques textos. En parlant de sa femme, son nouvel amoureux lui écrit. Elle accepte la rupture. Yes. Bravo, mon cœur. Un jour prochain, ton lit sera le mien. Je t'aime, mon cœur. C'est le dernier message de Delphine à son amant et son dernier signe de vie. Il est 22h55. Quelque temps plus tard, l'amant de Delphine sera entendu par la gendarmerie et son emploi du temps vérifié le soir du 15 décembre. Il était chez lui avec sa femme à Montauban. Il n'a donc rien à voir avec la disparition de sa maîtresse. Quant à sa compagne, elle avait échangé avec Delphine peu de temps avant sa disparition, demandant à sa rivale de se faire discrète le temps que la séparation soit actée. Une demande qui avait été acceptée par Delphine. Les gendarmes poursuivent leur enquête de voisinage et des témoignages vont conforter leurs suspicions. Une voisine, qui habite à environ 130 mètres des Jubilards, explique que vers 23h, le 15 décembre, elle est sortie fumer une cigarette. Elle déclare avoir entendu avec sa fille la voix d'une femme, je cite, « des cris de peur qui l'auraient glacée, des cris d'adultes et des aboiements en même temps ». Un autre voisin affirme que la voiture de Delphine n'était pas garée dans la même position le soir du 15 et le matin du 16 décembre. Quelqu'un l'aurait-il utilisée pendant la nuit ? Et ce n'est pas tout. Le lendemain de la disparition de Delphine, son fils, Louis, 6 ans, est entendu par les gendarmes. Il raconte que la veille, il ne s'est rien passé de spécial. Mais un mois plus tard, le jeune garçon est réentendu. Et cette fois-ci, sa version des faits n'est plus tout à fait la même. Voici ce qu'il déclare. Ils se disputaient. Après, j'entendais des gros mots. J'entendais « Alors, puisque c'est comme ça, on va se séparer ». Un malaise dans le couple confirmé par la nounou des enfants, qui déclare aux enquêteurs avoir assisté quelques semaines avant la disparition de Delphine à une violente altercation entre les 2 époux.
Cédric, la prenant à témoin, lui aurait lancé, en désignant Delphine, « Elle veut divorcer. Elle va voir ce qu'elle va voir. Elle veut jouer à ça, on va y jouer. » Avec tous ces témoignages, l'étau se resserre autour de Cédric Jubilard. Alors il décide de prendre un avocat et de se constituer partie civile. Ce sera maître Jean-Baptiste Allary. Après avoir écarté l'hypothèse d'un rôdeur, d'une disparition volontaire, de l'amant et d'un possible suicide, la théorie des enquêteurs, la voici. Cédric Jubilard et Delphine auraient eu une violente altercation. Cédric aurait tué sa femme, puis aurait fait disparaître son corps, mais ils n'ont pour l'heure aucune preuve matérielle contre Cédric Jubilard et aucun aveu. L'hiver s'en est allé, le printemps s'est installé et déjà l'été approche. Tous les jeudis, depuis la disparition de Delphine, ses amis et quelques bénévoles ratissent les campagnes alentours à sa recherche, en vain. 6 mois sans nouvelles. Que lui est-il arrivé ? De son côté, Cédric savoure sa nouvelle vie. Il a repris le travail, fait la fête chez lui avec quelques amis, et par le biais des réseaux sociaux, il est même devenu une petite célébrité. Des admiratrices correspondent avec lui et lui témoignent leur soutien. Cédric ne boude pas son plaisir, au point de s'afficher en photo avec sa nouvelle compagne, Séverine, de 10 ans son aînée. Il l'a rencontrée lors d'une battue organisée pour retrouver Delphine. Séverine est la mère de l'un de ses copains avec qui il avait l'habitude de jouer au poker. Le 30 avril 2021, il est entendu en qualité de partie civile par les juges d'instruction, mais aucune charge n'est retenue contre lui. Pour ne pas oublier Delphine Jubilard, le 12 juin 2021, une marche silencieuse est organisée par les collègues de Delphine à Albi. La sœur de Delphine, Stéphanie, a tenu à être présente. Cédric est venu également accompagné de son fils, Louis. Casquette vissée sur la tête, lunettes de soleil et barbe de 3 jours, comme à son habitude, il se fait discret et semble détaché. Nicolas Delabarrère, vous êtes journaliste à BFM TV, vous avez travaillé et vous continuez à enquêter sur l'affaire Jubilard. On va revenir avec vous sur la personnalité de Cédric Jubilard. Dans votre documentaire, un ancien collègue de Cédric que vous avez joint par téléphone dresse le portrait d'un jeune homme peu recommandable. On écoute un extrait. Romain, c'est un gros fanfaron, c'est quelqu'un qui a peur de rien quelque part. Il a un sale caractère en fait. Ouais. Moi je le trouve adorable après. Franchement, je crois que j'ai eu besoin, il était là aussi. Faut pas... Il a pas que des mauvais côtés. En fait, c'est quelqu'un, voilà, il est gentil avec les gens qui le respectent. Si on le respecte pas, il peut être très mauvais, quoi. Même un pire, hein, il est capable de l'insulter. Nicolas, par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que cela raconte de ce personnage ? Quand on a fini par rejoindre cet ancien collègue de Cédric Jubilard, moi, j'étais moi-même assez surpris par le ton de ses réponses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui le connaît très bien, qui l'a vu tous les jours pendant plusieurs années. Et en fait, il a des doutes. Il a d'énormes doutes quand on l'appelle. Alors, il me dit plusieurs fois, je veux pas l'accabler. Évidemment, il est présumé innocent, etc. Mais ce qu'il nous dit, c'est moi, j'adorais. On s'entendait bien. J'avais de l'estime, du respect pour lui. C'était vraiment quelqu'un que j'aimais bien. Mais connaissant sa personnalité, je peux pas m'empêcher de penser qu'il est capable d'avoir fait ça. Et c'était assez glaçant comme conversation. On a diffusé qu'un petit extrait, mais la conversation a duré quasiment 3/4 d'heure. Et il l'accable. Et il l'accable. Il dit, moi, je l'ai vu me mentir dans les yeux avec un aplomb sidérant, alors que je savais pertinemment que ce qu'il me disait était faux. Et c'était quelqu'un qui était capable de s'entêter malgré l'évidence. Il nous dit également que c'est quelqu'un de très nerveux, à une nuance près. C'est-à-dire qu'il nous dit je ne l'ai jamais vu violent physiquement parce que il dit c'est quelqu'un qui reste d'une stature. Il n'est pas très imposant, si vous voulez. En fait, c'est quelqu'un de fort en gueule, pour résumer, qui va pas forcément aller au contact derrière. Mais par contre, c'est quelqu'un qui est capable de crier très, très fort et de partir dans les tours très, très vite. Donc, il peut être intimidant.
Oui, il peut être intimidant. Oui, oui, complètement. Je pense qu'il vaut mieux pas avoir affaire à lui en mal. Enfin, en tout cas, on passe un mauvais moment. On sait de Delphine que on y reviendra, que c'est un personnage très apprécié par ses collègues, ses amis. Quels sont les amis, en revanche, de Cédric Jubilard? Vous me parliez de gens beaucoup plus jeunes que lui. Il a un rôle un peu paternalisant avec ces jeunes, avec qui il fume du cannabis. Oui, alors ça, c'est... Est-ce que ce sont de vrais amis? J'aurais un peu du mal à le dire. Si, il y a quand même le fils de Séverine, qui a quand même 10 ans de moins que lui, donc c'est assez révélateur. C'est quelqu'un qui était apparemment ils étaient assez proches jusqu'à il y a un certain temps. Mais ce qu'on nous a beaucoup dit, y compris on est allé enquêter à Arthès, donc la commune où ils ont vécu au départ, et on nous a décrit, quelqu'un qui traîne beaucoup au parc avec des gens plus jeunes que lui, avec qui il fume beaucoup de cannabis, un petit peu une sorte d'adolescent attardé, qui serait assez satisfait d'avoir une petite aura de grand frère. De grand frère, voilà. Delphine Jubilard, qui est-elle? Que dit-on de cette jeune femme? Alors là, c'est l'unanimité autour d'elle. C'est vraiment quelqu'un qui nous est décrite par tout le monde comme une jeune femme adorable. Ses collègues de travail se souviennent de moments géniaux passés avec elle. Alors, elle travaillait comme infirmière de nuit à la clinique d'Albi. Donc, c'est une ambiance aussi un peu particulière où se créent des liens au fil des ans, des liens d'amitié. C'est pas simplement des collègues de travail. Donc elles m'ont raconté des anecdotes de moments difficiles, de moments aussi où elle se marrait bien, enfin, entre collègues la nuit, comme ça. C'est une jeune femme solaire. Oui, complètement, qui rayonne, qui est dynamique, toujours de bonne humeur, assez discrète aussi sur sa vie privée, ça nous a beaucoup été dit. Ce qui explique peut-être, et sans doute même que au niveau de sa famille, c'est très compliqué, il ne parle pas aux médias, et il y a cette pudeur aussi vis-à-vis de Delphine, son caractère, elle était très... Discrète. Très discrète sur ce qui touchait à l'intime. Ce que je peux vous dire, c'est l'amant qu'elle avait depuis quelques mois, avec qui elle projetait de s'installer. Il y a, à ma connaissance, 2 personnes qui étaient au courant. Et pas à la clinique, c'est... Amy n'était pas au courant. Ah oui. Non, Amy n'était pas au courant. Sachant que c'est un personnage que vous avez interviewé dans votre documentaire et qu'on voit aussi pas mal à la télé, c'est une des rares qui s'exprime et qui était une amie très proche de Delphine. Oui. Donc ça montre à quel point Delphine était discrète sur sa vie privée. Oui, complètement. Elle en avait parlé à une autre amie et à quelqu'un de sa famille. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Mais Amy, il nous dit, évidemment, j'avais remarqué qu'elle changeait, qu'elle avait l'air radieuse, que quelque chose avait changé dans sa vie, mais ça n'allait pas. Pas au point de s'imaginer qu'elle avait une double vie. Non, je pense pas. Alors après, je suis pas dans la tête d'Amy non plus, c'est un peu difficile. Mais non, elle dit qu'elle est un peu tombée de l'armoire. Et en tout cas, malgré leur proximité et ce côté, elle se voyait quand même très souvent, elle buvait le café après avoir déposé les enfants à l'école, etc. Mais Delphine n'allait pas raconter comme ça cette vie secrète. Non. Alors pour terminer, on va revenir à Cédric. Cédric, il fanfaronne, pour reprendre l'expression de son ancien collègue de travail que vous avez interviewé. Il s'affiche sur les réseaux sociaux avec sa nouvelle compagne. Et lors de la dernière marche en mémoire de Delphine, vous racontez dans votre reportage qu'il envoie des textos insultants aux amis de Delphine. Que dit-il et à quoi joue-t-il ? Alors, ces textos, il les envoie à ma connaissance le lendemain de cette marche où il les traite, alors j'ai plus le verbatim exact, mais il leur dit « Vous n'êtes qu'une bande de dindes en train de glousser, vous me faites bien rire. » Très étonnant. Un ton complètement indécent, enfin on peut le dire, c'est quand même, ça n'a pas de sens. Enfin, ses amis, même si... clairement, qu'on est 6 mois après la disparition, 5 mois, les doutes sont là et ils ne se portent pas dans leur cœur respectivement. Enfin, il y a une scission qui est en train de se créer. Il y a une scission qui est créée, mais enfin, de là à aller les insulter et leur reprocher de chercher sa femme qui a disparu, c'est quand même vraiment très, très bizarre. Oui, c'est un nouveau visage de Cédric qui est en train de se révéler, on a le sentiment. Oui, alors ça n'avait pas été dit tout de suite d'ailleurs, ce texto, elles l'ont gardé pour elle un certain temps. En fait, elles m'en ont parlé la première fois le soir de sa mise en examen. Parce que je pense qu'à ce moment-là... elles prennent conscience qu'il y a un problème. Voilà, il y a eu la conférence de presse du procureur. Et du coup, nous, on est avec elles ce soir-là et il y a beaucoup de choses qui ressortent. Alors, elles ne veulent pas tout nous dire face caméra, mais
Mais en fait, sur le comportement de Cédric dans les 6 mois qui viennent de s'écouler, c'est comme si d'un coup, il y a une prise de conscience, mais en fait, voilà, il y a plein d'éléments mis les uns après les autres qui sont quand même très gênants sur son comportement dans les 6 mois qui suivent la disparition de sa femme. On sent qu'il y a un basculement à ce mois de juin 2021 où les gens prennent conscience que potentiellement, il peut avoir fait beaucoup de mal à sa femme. Merci Nicolas Delabarrère. Je rappelle que vous êtes journaliste à BFM TV et que vous enquêtez sur cette affaire depuis de nombreux mois. On vous retrouvera dans l'épisode 3 sur cette affaire. Merci. Merci à vous. Cédric Jubilard ne le sait pas encore, mais il vit ses dernières heures de liberté. Les 2 magistrates chargées de l'instruction ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Quant au procureur, il ne va pas tarder à faire des révélations fracassantes. Mais avant d'aller plus loin dans cette affaire, je vous invite à une petite pause. Côté enquête, les gendarmes n'ont pas ménagé leurs efforts. En 6 mois, ils ont procédé à 2500 actes et procès-verbaux et à une 40aine d'expertises. Un travail colossal, d'où il ressort des témoignages qui accablent Cédric Jubilard. Celui de Louis d'abord, le fils du couple, 6 ans au moment des faits, qui dit avoir entendu ses parents se disputer la nuit de la disparition et des voisins qui ont aussi entendu des cris. L'affaire va donc connaître un nouveau rebondissement. Mercredi 16 juin 2021, à la sortie d'Albi. La chaleur est écrasante. Cédric Jubilard s'apprête à prendre sa pause déjeuner sur un chantier. Les gendarmes de la section de recherche de Toulouse débarquent à plusieurs. Ils viennent cueillir l'artisan plaquiste. Devant ses collègues, Cédric est menotté, mais il ne semble pas surpris. Il garde même le sourire. Il est emmené directement dans les locaux de la gendarmerie de Gaillac, où il est placé en garde à vue sur commission rogatoire des 2 juges d'instruction chargés de l'enquête pour enlèvement et séquestration. Les enquêteurs n'ont qu'une idée en tête, obtenir des aveux de celui qu'ils considèrent comme le suspect numéro 1. Pas moins de 10 gendarmes sont réquisitionnés pour faire parler le suspect, des enquêteurs et des analystes du comportement du renseignement criminel de la gendarmerie. Tous vont le scruter dans les moindres détails. Cédric Jubilard va d'abord patienter de longues heures dans une pièce isolée, car une autre personne a aussi été placée en garde à vue et elle est auditionnée par les gendarmes. Il s'agit de sa mère, Nadine, 50 ans. Le compagnon de Nadine est également entendu et leur pavillon à Carmaux a été perquisitionné un peu plus tôt dans la journée. Tous les enquêteurs ont donc les yeux rivés sur le clan Jubilard. Savent-ils quelque chose? Couvrent-ils Cédric? Il faut dire que la géolocalisation de Delphine pour la filer, rappelez-vous, installée sur son téléphone, qui avait rendu folle la jeune femme, eh bien c'est Nadine qui l'a placée à la demande de son fils. Les gendarmes le lui rappellent. Mais elle se défend, expliquant qu'elle a fait cela pour aider son fils et lui prouver que Delphine ne le trompait pas. Le même jour, le pavillon de Séverine, la nouvelle compagne de Cédric, celle avec qui il s'affiche désormais sur les réseaux sociaux, est aussi perquisitionné. L'intérieur de sa maison et son jardin entièrement fouillés. Mais cela ne donne rien. La quadragénaire est entendue en audition libre, puis relâchée. Dans les locaux de la gendarmerie de Gaillac, les heures passent et les enquêteurs livrent à la mère de Cédric les témoignages qu'ils ont recueillis durant les 6 derniers mois, de quoi créer le doute chez cette femme qui semble ébranlée par la situation. Écoutez le témoignage de son avocate, maître Jessica Chefaroudi, qui témoigne dans le documentaire de Nicolas Delabarrère sur BFM TV. Avec le rythme des auditions, avec tout ce qu'elle a entendu, évidemment qu'elle finit par se dire, voilà, si de toute façon on est là en garde à vue, si les enquêteurs nous racontent tout ça, s'ils sont aussi persuadés que c'est Cédric, oui, ben forcément c'est lui. À 22h30, les gendarmes organisent une confrontation entre Nadine et son fils Cédric en présence de leur avocat. Nadine supplie son fils de dire la vérité. Cédric lui répond qu'il n'a rien fait. Après 48 heures de garde à vue, la mère de Cédric ressort de la gendarmerie, libre. La garde à vue de l'artisan plaquiste est loin d'être terminée. Une par une, les gendarmes vont abattre leurs cartes. D'abord, la déclaration de son fils sur la dispute de ses parents. Jubilard rétorque qu'il a pu se tromper dans les dates. D'autres éléments intriguent les enquêteurs.
Cédric passe beaucoup de temps sur son téléphone et ne l'éteint jamais. Or, la nuit du 15 au 16 décembre, il le coupe de 22h à près de 4h du matin. Pour quelle raison ? Et puis, après les 180 appels sur le portable de Delphine la nuit de sa disparition, Cédric ne tentera plus jamais de joindre sa femme. Pourquoi ? L'hypothèse des enquêteurs est celle-ci. Cédric intercepte les conversations entre Delphine et son amant. Il entre dans une grande colère, le couple se dispute violemment, puis Cédric tue sa femme. Pour les enquêteurs, c'est un féminicide. Si les gendarmes pensent s'approcher du scénario, de nombreuses questions restent en suspens. Dans l'hypothèse où Cédric Jubilard a bel et bien tué sa compagne, comment aurait-il pu agir ce soir-là sans laisser la moindre trace derrière lui, à l'intérieur de son domicile comme à l'extérieur ? Et puis, comment aurait-il pu se débarrasser du corps de sa femme dans un laps de temps assez court, sans se faire repérer, alors que sa maison est en plein cœur d'un lotissement où les maisons sont proches les unes des autres ? Certains pavillons, comme celui de Michel, le voisin, donnent directement sur celui des Jubilards. Quoi qu'il en soit, pendant toute sa garde à vue, Cédric ne flanche pas et réfute un par un les éléments à charge rapportés contre lui. La situation ne semble pas le déstabiliser. Les enquêteurs n'obtiendront de cet homme aucun aveu. Après 48 heures de garde à vue, les charges qui pèsent contre Jubilard sont suffisamment nombreuses selon les 2 juges d'instruction. Elles décident de sa mise en examen. Le jeune homme quitte les locaux de la gendarmerie pour la prison de Cesse, au sud de Toulouse, où il est placé en détention provisoire. L'après-midi même, Dominique Alzeari, le procureur de Toulouse, donne pour la première fois une conférence de presse pour répondre aux interrogations que suscite cette affaire énigmatique. Effectivement, on se trouve sur une présomption d'homicide, de crime. Il existait des indices suffisants pour qu'il soit matérialisé par la mise en examen qui a été notifiée aujourd'hui de M. Cédric Jubilard. Son épouse organisait progressivement leur séparation. Parmi les éléments qui intriguent les enquêteurs, il y a cette couette que Cédric aurait mise à laver juste avant l'arrivée des gendarmes. Écoutez le colonel Philippe Coué, commandant de la section de recherche de Toulouse, à ce sujet qui répond aux journalistes. En fait, les militaires du groupement du Tarn, qui sont engagés par le centre opérationnel après l'appel de M. Jubilard qui signale la disparition de son épouse, quand ils arrivent au domicile à 4h50, M. Jubilard est en train de mettre une machine à laver. Et dans le tambour de la machine à laver, il y a en fait la couette qui en fait est sur le canapé du salon, canapé sur lequel dort habituellement son épouse, avec laquelle il est en voie de séparation. Ce qui est, comme le disait monsieur le procureur de la République, assez étonnant compte tenu du contexte et du déroulé des faits. On sait aujourd'hui que ce n'est pas la couette de Delphine qui se trouvait dans la machine à laver à ce moment-là. Cédric ne la passera à la machine que 35 heures plus tard. Toujours est-il qu'il envoie bien une machine avec du linge à 4 heures du matin au moment où sa femme vient de disparaître. Étonnant lorsque l'on sait que Cédric n'est pas très à cheval sur la propreté. Sa maison est sale et mal rangée lorsqu'il reçoit les gendarmes, et il est habillé d'un pyjama crasseux, selon les mêmes gendarmes. Parmi d'autres éléments, l'attitude de Cédric Jubilard après la disparition de sa femme intrigue les enquêteurs. Ce deuil si rapide, le fait de parler de son épouse au passé et de reprendre aussi rapidement une vie affective. Les mois passent et Cédric reste en prison. Il est placé à l'isolement et selon l'un de ses gardiens, le jeune homme a une attitude troublante. Il semble serein avec presque une pointe d'arrogance. Joue-t-il un rôle ? La cellule de Jubilard dispose d'un téléphone avec lequel il appelle régulièrement sa compagne Séverine. Il sort dans la cour, il fait du sport, il a un régime classique. Le 6 juillet 2021, Cédric est extrait de sa cellule pour être transféré au palais de justice de Toulouse. Ses avocats, maître Jean-Baptiste Allary, assisté de maître Emmanuel Franck et maître Alexandre Martin, ont demandé sa remise en liberté. Selon eux, leur client n'a rien à faire en prison. Les 3 avocats vont jouer la carte de l'erreur judiciaire. Parmi leurs arguments, la fameuse couette que Cédric n'a en fait lavée que 35 heures après la disparition de sa femme. Si le jeune homme voulait cacher des preuves, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour la laver ?
Ou encore le témoignage de Louis, qui n'a que 6 ans au moment des faits. Quel crédit lui apporter ? Et enfin, il y a selon eux d'autres pistes qui n'auraient pas été suffisamment exploitées, comme ce chauffeur de taxi qui dit avoir vu marcher une femme en pleine nuit le soir de la disparition sur le bord de la route, et elle était vêtue de blanc. Mais les arguments de la défense sont balayés. Cédric Jubilard retourne en prison. Systématiquement, les demandes de remise en liberté de l'artisan plaquiste seront refusées. 15 octobre 2021. C'est un interrogatoire serré qui attend Cédric Jubilard devant les 2 juges d'instruction à Toulouse. Entouré de ses 3 avocats, comme à son habitude, Jubilard est imperturbable et clame son innocence. Il dit ne plus supporter l'isolement. Les 2 magistrates le mettent face à ses nombreuses contradictions. Mais il a réponse à tout. Il repart en prison, affirmant qu'un innocent est derrière les barreaux. Le 3 décembre, Cédric sera à nouveau entendu par les 2 magistrates. Elles n'obtiendront rien de plus. Je suis avec Nicolas Delabarrère, journaliste à BFM TV et réalisateur du documentaire Jubilard, pour le meilleur et pour le pire. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors Nicolas, on va remonter un petit peu dans le temps. Cédric Jubilard s'attendait-il, selon vous, à être placé en garde à vue pour le meurtre de son épouse en juin 2021, sachant que nous sommes 6 mois après la disparition de sa femme ? Alors il y a une scène assez étonnante au moment où les gendarmes arrivent sur son lieu de travail pour l'interpeller à la pause de midi sur un chantier à la sortie d'Albi. Il les accueille avec le sourire. Et quasiment, il fanfaronne quasiment, enfin comme à son habitude en fait, c'est sa personnalité. Il se laisse passer les menottes, il se laisse interpeller et il dit forcément que ça allait m'arriver. Dans ce genre d'affaires, on suspecte toujours le mari, c'est toujours le premier suspect. Voilà, donc effectivement, il semblait s'y attendre. Alors à moins que ce soit son aplomb qui le pousse à réagir comme ça, mais enfin il savait très bien il savait qu'il était sur écoute. On sait comment il le sait, ça ? Je pense qu'il s'en doute. Et d'ailleurs, dans toutes les écoutes, il se passe un nombre de choses. Enfin, il a aucun filtre. Ça l'amuse, en fait, d'être écouté par les gendarmes. Il téléphone en allant acheter son shit à Albi, en expliquant ce qu'il est en train d'acheter. Enfin, c'est un jeu pour lui. Il sait très bien que ce genre de petit délit mineur, c'est pas ça qu'on lui reproche. Donc, c'est... Voilà. Finalement, il conduit sans permis. Oui. Ah oui, alors ça, c'est important de le dire. Il a été suspendu. Il n'a plus de permis. Il a été suspendu à cause justement des stupéfiants et je crois de l'alcool. Mais il conduit quand même sans permis et ça a l'air de bien l'amuser. Oui, ça l'amuse. Et il sait qu'il est sous surveillance des gendarmes et qu'il le laisse conduire sans permis pour le suivre dans ses déplacements, voir s'il ne va pas retourner sur une possible, hypothétique scène de crime ou scène ou endroit où il aurait enterré Delphine. Il y a cette espèce de jeu et du chat et de la souris qui semble, dans les 6 mois qui suivent la disparition de sa femme, l'amuser. Donc, il sait qu'il est sous surveillance. Alors, il y a un moment quand même, pour être précis, je pense, où il relâche un petit peu la garde, c'est quand sa constitution de partie civile est acceptée, fin avril, où il est entendu par les enquêteurs. Les 2 magistrates, oui. Ouais, voilà. Avec son avocat. Alors, son avocat, a posteriori, m'a dit... je n'ai pas été dupe de la manœuvre, c'était évidemment pour lui faire relâcher la garde, oui, parce etc. que ce qui est intéressant d'expliquer aux auditeurs, c'est qu'il y a une technique dans tout ça. On l'entend une première fois en audition libre. C'est parce qu'il s'est constitué partie civile. Comme ça, il a accès à son propre dossier. Donc, lui se dit qu'il est entendu en audition libre, donc manifestement, il n'est pas inquiété. En réalité... Si on comprend bien, c'est parce que les enquêteurs sont en train d'avancer sur l'enquête et ne veulent pas ébruiter tout cela. C'est ça ? Vous êtes d'accord, Nicolas ? Oui, tout à fait. C'est une méthode, je pense, assez classique pour endormir sa méfiance. En tout cas, ils se disent que sur le long terme, s'il se dit que sa constitution de partie civile est acceptée, ça veut dire, si on lit entre les lignes, que son statut de victime est accepté. Et non pas de suspect. Et non pas de suspect. Et d'ailleurs, il va s'en vanter auprès de son entourage. Hein. Il va dire, voilà, ça y est, ma constitution de partie civile est acceptée. En gros, les mauvaises langues, vous pouvez vous taire parce que voilà, même les enquêteurs pensent que je n'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien. Il y a d'autres pistes possibles. Voilà. Alors après... Est-ce que entre ce moment de constitution de partie civile et le moment où il est interpellé, il était vraiment persuadé que ça y est, c'était bon ?
Alors il y a ce nouveau personnage qui apparaît dans l'affaire, c'est Séverine, la compagne de Cédric avec qui il s'affiche sur les réseaux sociaux. Qui est-elle, cette Séverine ? Alors Séverine, à la base, c'est la mère d'un ami de Cédric Jubilard. Ils se connaissent depuis de nombreuses années, je dirais, de vue. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas débarqué de nulle part récemment. C'est quelqu'un qui est dans l'entourage ou les cercles plus ou moins éloignés de connaissances depuis longtemps. Mais ils se sont rapprochés. Lors d'une battue. Et leur histoire se serait nouée à ce moment-là. En tout cas, apparemment, ils se mettent en couple vers le mois d'avril. Elle a 10 ans de plus que lui. Elle a 10 ans de plus que lui, effectivement. Et il s'affiche sur les réseaux sociaux sans réfléchir aux conséquences. Voilà, sans réfléchir au fait que ça peut évidemment heurter tout l'entourage de Delphine. Et il s'affiche pas que sur les réseaux sociaux, hein. C'est dans le village, il passe en voiture avec lunettes de soleil. Il y a un côté, c'est le côté provocateur qui fait partie de la personnalité de Cédric Jubilard, et elle a l'air d'apprécier ça. Ils ont aucun état d'âme, aucun complexe vis-à-vis de tout ça. C'est assez bizarre. Assez étonnant. Et elle aurait un sacré caractère, cette Séverine. Hein. Vous me disiez, quand on a préparé l'interview, elle a la menace de mort facile. C'est vrai, ça? C'est ce que les gens disent sur place? Oui, c'est quelqu'un qui est très sanguin, très nerveux. Avec nous, je dois dire que le contact est assez mal passé, assez vite. En revanche, oui, ce qu'on peut dire, c'est comme Cédric Jubilard, elle ne fait pas du tout profil bas. Et jusqu'à récemment, je dirais jusqu'à son placement en garde à vue, elle a beaucoup menacé les gens qui cassaient du sucre sur le dos de Cédric. C'est-à-dire qu'elle l'a défendu. Elle l'a défendu. Elle a dit il est innocent. Et au-delà de dire je pense qu'il est innocent, elle est allée. Elle est très active sur Facebook et elle contacte les gens directement pour leur dire de se taire, d'arrêter de casser du sucre sur le dos de Cédric Jubilard. Voilà, elle fait. Elle est très à l'aise, quoi. Elle est elle est très à l'aise. Non, mais c'est vrai que c'était pas facile, même avec les amis de Delphine, qui pourtant avaient envie de parler, mais je sais que ça faisait partie de l'équation, les réactions de Séverine, qui allait encore venir faire un scandale. Donc, une fois qu'il part en prison, c'est Séverine qui gère la maison. Voilà, c'est Séverine qui gère la maison. Qui fait des allers-retours. Voilà, donc elle est présente dans le voisinage. Elle n'habite pas à cet endroit-là, elle habite à côté d'Albi, mais elle fait des allers-retours à Cagnac, et donc elle est visible, présente, et donc pour les voisins, pour l'entourage de Delphine, oui, c'est quelqu'un qui fait partie du paysage et qui n'est pas forcément... Enfin, en tout cas, pendant plusieurs mois, qui n'est pas forcément apprécié. Ouais. Il y a une première suspicion des enquêteurs, puisque cette Séverine, elle est entendue une première fois. Sa maison et son jardin sont entièrement fouillés. Pourquoi ? Parce que c'est la personne avec qui Cédric a passé le plus de temps dans toutes les semaines précédentes. Donc les enquêteurs, je pense, se disent il faut forcément vérifier. Commencer par là, c'est un endroit où il a passé du temps. Il s'est potentiellement confié à elle hors écoute téléphonique, forcément. Voilà, je pense qu'ils veulent savoir ce qu'elle a à dire, hein, tout simplement. C'est ce qu'on développera dans l'épisode 4. Merci beaucoup, Nicolas Delabarrère. Je rappelle que vous êtes journaliste à BFM TV et que vous enquêtez sur cette affaire depuis plusieurs mois. Merci beaucoup. Merci à vous. 1 an jour pour jour après la disparition de Delphine, le 15 décembre 2021, l'affaire va connaître un nouveau coup de théâtre. Séverine, la compagne de Cédric Jubilard, est cette fois-ci placée en garde à vue pour des soupçons de complicité de recel de cadavres. Pour quelle raison ? Eh bien car un homme vient de faire des révélations fracassantes aux gendarmes. Des révélations qui impliquent directement Cédric Jubilard dans le meurtre de sa femme, mais aussi sa nouvelle petite amie Séverine. Il s'appelle Marco, il est l'ancien voisin de cellule de Cédric Jubilard. Mais avant d'aller plus loin dans cette affaire, je vous invite à une petite pause. Pour parler des dernières avancées de l'enquête, je suis en ligne avec Ronan Folgoas, journaliste au Parisien. Ronan, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors vous êtes actuellement à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, pour les besoins de votre enquête, une enquête que vous suivez depuis ses tout débuts. Vous êtes d'ailleurs le seul journaliste à avoir rencontré et interviewé Cédric Jubilard avant son placement en détention provisoire. On va d'abord s'intéresser à Marco, ce nouveau personnage qui entre dans l'histoire à partir de septembre 2021. Qui est-il, ce Marco ?
Marco est un détenu qui est placé dans le quartier de l'isolement de la maison d'arrêt de Toulouse-Seyss, comme Cédric Jubilard, et il se trouve qu'ils sont voisins de cellule. Et ils ont un point commun, Marco et Cédric, c'est qu'ils dorment assez peu, semble-t-il, et ils ont l'habitude de se réveiller tôt le matin. Et en ouvrant la fenêtre, ils peuvent, comme ça, à travers les barreaux, converser de manière assez libre. Et ils discutent de tout, de rien, et aussi de leur situation respective. Et Cédric va au fil du temps, au fil des jours, s'épancher sur sa situation et sur son affaire. Marco va demander à être entendu par les gendarmes parce qu'il aurait d'importantes révélations à faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe en septembre 2021 ? Oui, c'est à la fin du mois de septembre 2021. Marco va effectivement demander via l'administration pénitentiaire à être entendu par les gendarmes pour leur dire que Cédric Jubilard lui aurait confié ce qui ressemble beaucoup à des aveux, puisque Cédric Jubilard aurait développé auprès de Marco le scénario criminel qui aurait provoqué son passage à l'acte finalement, puisqu'il explique, Cédric aurait expliqué qu'il était allongé dans son lit ce soir du 15 décembre 2020, qu'il se serait levé pour aller chercher son chargeur de téléphone, et que son chargeur de téléphone étant situé dans la cuisine de la maison, et que sur le trajet, il aurait surpris son épouse sur son téléphone, et qu'il l'aurait subtilisé, il l'aurait arraché même des mains, pour reprendre les termes exacts, et qu'il aurait ainsi découvert les messages que son épouse échangeait avec son amant, et que ces messages l'auraient fait vriller. C'est encore le terme qui est utilisé par Marco. Il ne lui a pas expliqué exactement ce qui s'est produit ensuite, de quelle manière il aurait éventuellement attenté à la vie de son épouse, mais il y a là un scénario qui peut correspondre avec certains éléments dont disposent les enquêteurs. Voilà, selon Marco, il se dénonce et il parle également d'une arme, un couteau. Oui, alors ça c'est dans un autre temps. C'est au cours à l'issue plutôt de la diffusion d'une émission Faites entrer l'accusé, qui est consacrée à un fait divers qui s'est déroulé il y a quelques années dans le Tarn, et dans lequel le mis en cause a utilisé un couteau. Et lui, Cédric Jubilard, aurait rebondi en quelque sorte sur ce fait divers en disant ces abrutis, en parlant des enquêteurs, ils n'ont même pas retrouvé le couteau. Et cette phrase-là, évidemment, elle a fait tilt. En tout cas, cette phrase-là a été entendue par 2 codétenus de Cédric Jubilard. Et d'ailleurs, cet autre codétenu qui confirme avoir entendu ces propos parle également, en parlant de Cédric, d'un personnage assez détestable qui se met en avant et qui parle très mal, dans des termes très négatifs, très péjoratifs, de son épouse Delphine. Oui, effectivement, il a ce souvenir-là, bien que Cédric Jubilard évoque le souvenir de Delphine, en la désignant comme l'autre, ou des termes encore plus négatifs, beaucoup plus, même des insultes assez vulgaires, semble-t-il, d'après son témoignage, là encore, mais rarement par son prénom, rarement en la désignant comme étant sa femme, son épouse. Il a des termes assez durs, et il se consacre lui-même comme étant le plus grand cocu de France, et on voit là apparaître un trait de personnalité qui revient souvent dans les témoignages à propos de Cédric Jubilard. Je fais un petit pas de côté, mais vous avez rencontré Cédric Jubilard avant sa mise en examen et avant son placement en détention provisoire. Quel personnage est-il ? Quel homme est-il ? Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez rencontré ? Alors, je suis très, très prudent par rapport à ça, parce que Cédric Jubilard peut présenter plusieurs facettes, selon son envie, selon son humeur. Moi, j'ai pu apercevoir l'une de ces facettes. Cette facette-là, c'est celle d'un homme, comment dirais-je, assez vif intellectuellement, qui s'exprime facilement, qui est relativement attachant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable de sociabiliser pendant un temps donné, c'est-à-dire
Moi, je l'ai vu que quelques heures à 3 reprises, dont une fois en tête-à-tête, pendant 4-5 heures de temps. Donc c'est un temps limité, mais pendant ce temps-là, il a pu se montrer assez capable de converser, capable de s'intéresser aussi un petit peu à son interlocuteur, mais aussi très très prolixe, très doué pour parler de lui-même, beaucoup plus que de son épouse finalement. C'est aussi ça qui m'avait quand même marqué. Un personnage très auto-centré? C'est le terme qui revient souvent pour le définir, mais c'est exactement l'impression qu'il m'a faite. Il est très auto-centré, très oui, un peu narcissique, un peu forcément. Et puis après, je dis ça avec beaucoup de prudence parce qu'il est aussi à ce moment-là, quand je le rencontre en avril 2021, il est au centre un peu de l'actualité. Tous les regards sont braqués sur lui. Donc il peut aussi, à juste titre, penser qu'il est le centre du monde, le centre de son monde en tout cas. Bien sûr. Mais c'est vrai que ce qui est troublant à cet instant-là, quand je le rencontre, c'est qu'il parle de son épouse en termes assez négatifs finalement. Et je ressens assez peu d'affect de sa part. Il y a très peu de tristesse en fait. Il y a très peu de sentiments. Il y a simplement des souvenirs globalement négatifs de son épouse disparue, ce qui est assez troublant évidemment. Alors on va revenir aux révélations de Marco. Est-ce que Marco révèle aux enquêteurs où serait le corps de Delphine? Non, il ne révèle pas. Il oriente vers un lieu qui semble avoir du sens, puisque Cédric lui aurait dit qu'il aurait enterré son épouse près d'un endroit qui a brûlé. Et donc cet élément rentre en résonance avec un autre élément dont les enquêteurs disposent en réalité depuis le mois de juin 2021, c'est qui a été révélé celui-là par Séverine au cours d'une audition. Quand Séverine lui avait demandé de manière un peu frontale et un peu provocatrice, mais alors, qu'est-ce que tu as fait de ta femme? Et Cédric Jubilard a fini par lui dire, je l'ai enterré près de la ferme qui a brûlé. Et évidemment, c'était prononcé à l'époque, d'après évidemment le souvenir de Séverine, c'était prononcé sur le ton de l'humour noir, de la provocation. Bon, et ces deux éléments mis côte à côte, rapprochés, laissent à penser que Cédric, là encore, persiste à dire bien que oui, qu'il a pu enterrer sa femme près d'un endroit qui a brûlé, donc et possiblement pas cette ferme qui a brûlé, mais en réalité, il n'y a pas d'indice très très précis. C'est une construction. Toujours est-il que Séverine et Marco vont se rencontrer à plusieurs reprises. Et qu'est-ce qu'il en ressort de ces rencontres? Alors, ce qu'il apparaît, c'est que Cédric missionne Marco, parce qu'il sait, au moment où il lui parle, au moment où il se confie, au moment où il va même lui transmettre des lettres de cellule à cellule, parce qu'il y a un système de transmission par yo-yo. Les détenus peuvent se transmettre énormément de choses, de la nourriture, de la drogue, et donc des petits mots et des petites lettres. Et donc Cédric missionne Marco pour transmettre des lettres à Séverine lorsqu'il sortira de détention, ce qui est prévu pour le début du mois d'octobre. Cédric a ça en tête au moment où il transmet, parce qu'il transmet pas n'importe qui, il transmet à un détenu qui va être en liberté dans quelques jours, liberté sous contrôle judiciaire, liberté quand même. Bon, et donc Marco sort de détention, mais entre-temps, il a établi un contact avec les gendarmes, et les gendarmes, et le service d'enquête, le service de section de recherche de Toulouse, aurait pu éventuellement lui dire non, ça vous concerne pas cette histoire, vous ne touchez à rien, vous restez dans votre coin, vous avez déjà suffisamment de problèmes avec la justice, ne n'en rajoutez pas. Bon, mais pas du tout. En réalité, ce qui se passe, c'est que les enquêteurs veulent tout de même creuser cette piste. Sait-on jamais? Ils laissent prospérer un peu cette histoire, et donc ils invitent Marco à obéir quelque part aux consignes données par Cédric, les consignes étant de prendre contact avec Séverine, qui est domiciliée non loin d'Albi. Alors ils se rencontrent à plusieurs reprises?
Oui, à 4 reprises entre le mois d'octobre et le mois de décembre. La première fois, Séverine est un peu prudente, un peu inquiète aussi. Elle préfère se présenter avec l'une de ses amies. Et les 3 rendez-vous suivants vont avoir lieu en solo, enfin en tête-à-tête. Séverine étant seule avec Marco. Alors, vous racontez quand même dans un de vos articles dans Le Parisien que il y a une volonté de déplacer éventuellement le corps, la dépouille de Delphine, et de rapprocher ce corps de chez son amant. D'où vient cette histoire ? On s'est présenté par Marco comme étant une suggestion de Cédric Jubilard. Mais là, il faut être à ce stade, en tout cas, à ce stade de l'enquête et à ce stade, au niveau de connaissance qui est le mien au moment où je parle, je suis bien incapable de vous dire si c'est une idée forte et claire de Cédric Jubilard lui-même, ou est-ce que c'est une construction, un schéma qui s'opère dans la tête de Marco. Il y a une zone grise encore, mais en tout cas, Marco, oui, présente ça comme étant une possibilité suggérée par Cédric Jubilard pour brouiller les pistes, pour mieux brouiller les pistes. Disant voilà, si jamais le corps de Delphine était découvert près du domicile de son amant, bien évidemment, ça détournerait les soupçons, mais en même temps, cette histoire, elle semble cousue de fil blanc, parce que l'amant, quel intérêt a-t-il à supprimer la femme qui va sans doute avec laquelle il veut faire sa vie. Ça n'a aucun sens. Alors on a l'impression quand même que la grande difficulté avec ce Cédric Jubilard, c'est que c'est un personnage qui mélange tout le temps la fiction et le réel. On est toujours entre deux lignes. Est-ce que c'est ce sentiment aussi que vous avez depuis le temps que vous enquêtez sur cette affaire ? Bien sûr qu'il y a cette impression-là. Il ne faut pas oublier que Cédric Jubilard est un joueur dans l'âme. Un joueur de poker d'abord, ensuite un joueur via son jeu fétiche qui est Game of Thrones, il a un usage quotidien de Game of Thrones sur son application de téléphone. C'est quelqu'un qui vit dans des univers un peu virtuels et où la stratégie, où le bluff font partie intégrante du jeu. Et on peut se demander effectivement si dans cette période de détention, il ne cherche pas à prolonger les jeux qu'il a pu connaître dans sa vie d'homme libre. C'est une hypothèse, ce n'est qu'une pure hypothèse. Mais en tout cas, il y a quelque chose de ça. Oui, effectivement, on se demande s'il n'est pas toujours entre deux mondes, le monde réel et le monde virtuel. Ouais. Alors, toujours est-il que les gendarmes ont décidé de prendre les aveux rapportés par Marco de Cédric Jubilard au sérieux. Et le 17 janvier, une centaine de gendarmes débutent des fouilles près de cette ferme qu'ils avaient déjà fouillée par ailleurs, qui a brûlé. Alors, qui sont ces gendarmes ? Ils sont une centaine. Pourquoi sont-ils aussi nombreux ? Je voudrais juste rajouter un point, si vous le permettez, sur le caractère sérieux des éléments rapportés par Marco. Si vous me permettez, Bien sûr. Il y a quand même des éléments matériels dont dispose Marco. Ce sont ses lettres, ce sont ses numéros de téléphone. Cédric Jubilard a transmis quand même les numéros de téléphone de ses avocats. Il a transmis les numéros de téléphone de Séverine. Et donc cela veut bien dire qu'il y a un projet fomenté par Cédric Jubilard lui-même. Ce n'est pas une fable créée de toutes pièces par Marco. Bien sûr. Ça, cette hypothèse-là est écartée. Et ensuite, effectivement, après, il y a la question de savoir si tout ce que dit Marco est vrai. Ça, il y a peut-être aussi, il faut rester prudent, évidemment. Ensuite, pour répondre sur les fouilles, si des éléments des moyens humains et matériels considérables ont été déployés sur le terrain, c'est lié à cette histoire. À ce volet, on va dire, détention et le volet co-détenu, l'affaire Corse un peu du dossier Jubilard, mais peut-être pas seulement. Peut-être que les enquêteurs disposent aussi d'éléments extérieurs qui les invitent désormais à mener des recherches.
dans divers endroits de la campagne cagnacoise. Y a-t-il un espoir de retrouver la dépouille de Delphine Jubilard ? Le lieu est grand, si tant est qu'elle soit vraiment là. De nombreux mois se sont écoulés depuis sa disparition. Bien sûr qu'il y a un espoir, sinon s'il n'y en avait aucun, les moyens ne seraient pas déployés de cette manière. Et bien sûr qu'il y a toujours cet espoir de découvrir ou un élément technique, à savoir le téléphone de Delphine Jubilard, qui est toujours aussi l'une des cibles des services d'enquête, ou évidemment une trace, ne serait-ce qu'un vêtement, ou des restes. Évidemment que cette possibilité-là existe, elle ne s'est pas, désintégrée a priori, elle ne s'est pas évaporée, donc son corps est bien quelque part. Il y a cette hypothèse qui sous-tend les recherches. L'hypothèse fondamentale, eh bien, c'est celle d'un déplacement court, rapide, qui aurait été réalisé par un ou plusieurs individus, Cédric Jubilard étant impliqué de manière directe ou indirecte dans ce déplacement. Et voilà, c'est ce qui sous-tend ces recherches. Il faut pas oublier qu'on était dans une nuit de couvre-feu, que tout déplacement de longue distance était infiniment risqué, et donc oui, il est probable que Delphine Jubilard soit enterrée ou ensevelie ou dissimulée dans un rayon de quelques kilomètres tout au plus autour de son domicile. Merci beaucoup Ronan Folgoas. Je rappelle que vous êtes journaliste au Parisien. Vous allez d'ailleurs sortir un livre sur cette affaire qui s'appelle Le Mystère Jubilard, qui sera en librairie à partir du 17 mars et qui sera édité aux éditions Studio Fact. Merci beaucoup Ronan. Merci à vous. Merci chers auditeurs d'avoir écouté cette saison de Homicide. En attendant la prochaine affaire, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur votre appli de podcast préféré ou sur les réseaux sociaux.